Entre les murs de l'édifice de l'Agence du revenu du Canada au centre-ville de Montréal sont conservées les informations les plus confidentielles qui soient. Nos salaires, nos transactions, nos investissements, nos mariages et même nos divorces. Lorsqu'il est question de l'infiltration de la mafia au sein de cette institution, les conséquences peuvent être très graves. Il y a 2 ans, nous avions révélé l'existence d'une enquête sur la corruption à l'Agence du revenu du Canada, avec ce témoignage choc d'un vérificateur qui voulait rester anonyme. Moi, je vous dirais que depuis au moins 20 ans, souvent les vérificateurs, on a été témoins d'actes qui laissent croire qu'effectivement, il y a eu de la corruption au sein de l'Agence du revenu. Ce que vous me dites, c'est que pendant des années, la direction s'est fermé les yeux ou a été très tolérante. Très tolérante. Je dirais plus tolérante que fermer les yeux. Aujourd'hui, devant la gravité de la situation, notre témoin a décidé de ne plus se cacher. Jean-Pierre Paquette avait été à l'origine de l'enquête sur la corruption à l'agence, avec des révélations qui avaient entraîné une vague de congédiements et même d'arrestations. Pourquoi aujourd'hui accepter de vous dévoiler? J'ai eu un rôle dans cette enquête-là, donc à ce moment-là, c'était délicat de dévoiler mon identité. Aujourd'hui, les accusations sont portées, le dossier semble aller de l'avant, ça va. Et l'autre raison, encore bien plus, c'est des coupures là, qui viennent de se faire dans la section. Ce qui a été coupé, c'est le Programme spécial d'exécution, le PSE, spécialisé dans la lutte contre le crime organisé et qui travaillait presque en symbiose avec la GRC, un groupe de vérificateurs chevronnés qui faisait trembler les criminels. Cette coupure a été faite dans la réorganisation de l'agence, dans la foulée des compressions budgétaires du gouvernement Harper. Jean-Pierre Paquette a consacré toute sa vie professionnelle au PSE avant de prendre sa retraite en 2009. On vient de mettre de fin là, à 35 ans là, D'expertise. d'expertise. C'est ça, exactement. Donc, je me pose des questions. Donc, un nouveau retraité. Eh oui, depuis C'est votre... la première journée de pensionné. Jusqu'il y a 2 semaines, Robert Martin était aussi un membre du PSE. Il en a vu de toutes les couleurs en 25 ans d'enquête sur le crime organisé. Il a même été menacé. Il est arrivé une voiture et le type m'a pointé une 12 en dessous du menton puis m'a dit « Bon, ben, tu travailles plus ces dossiers. » Les gens du PSE aiment à dire qu'ils formaient un groupe à part au sein de l'agence. Plus que de simples fonctionnaires assis à leur bureau, ils se considèrent comme des justiciers, ayant à cœur de s'attaquer aux criminels les plus riches. Guy Daigneault était aussi enquêteur au PSE. La meilleure façon d'attaquer le système, c'était d'essayer de leur arracher leur argent. Puis la meilleure façon, comme vous le savez, c'est l'impôt. La même stratégie gagnante que les Américains ont utilisée contre Al Capone au siècle dernier. On nous donnait des surnoms, moi, c'était Elliot Ness. C'est votre surnom. Mon surnom dans le milieu, c'est Elliot Ness. Ah, je travaillais continuellement moi, avec les policiers. Le PSE n'était jamais très loin de la mafia. Guy Daigneault a même eu la surprise de recevoir à son bureau un des plus hauts dirigeants de la mafia de Montréal. Il est venu voir le vérificateur qui travaillait dans l'équipe. Et puis j'ai été très surpris de le rencontrer seul. Seul à seul. Seul à seul. Dans votre bureau. Oui, incroyable. Un grand chef. Incroyable. Je ne peux pas le croire. Il y avait des milliers de policiers qui couraient après, qui le connaissaient. Puis on l'a appelé, puis il est venu nous voir directement. Ça n'existe pas selon vous, la mafia. Je dis pas que ça n'existe pas. Le PSE a été mis sur pied dans la foulée des travaux de la SECO dans les années 80, lors d'une enquête sur la fraude fiscale dans le secteur du textile à Montréal. Plusieurs témoins provenant du monde de la Guinée disaient qu'ils avaient participé à un fonds collectif pour payer 2 hauts fonctionnaires de l'Agence du revenu, Revenu Canada dans le temps, donc pour un montant d'1 million. C'est lors d'une enquête dans des manufactures qu'on a vu de premiers indices de corruption au sein de Revenu Canada. C'était perquisition après perquisition dans différents commerces, là, où est-ce qu'on nous attendait tout le temps. Les boîtes étaient déjà prêtes sur le bord de la porte, puis ils disaient « Ça vaut pas la peine de faire une perquisition, vous regardez, les documents sont là. » Le résultat de tout ça, là, ça n'a pas été concluant. Il y a eu des arrangements là, bidons là, qui se sont faits là, entre ces corporations-là et Revenu Canada.
Ces arrangements, comme le dit Jean-Pierre Paquette, avaient attiré l'attention de Fernand Côté, qui était à l'époque le procureur en chef de la SECO. Son enquête a permis de débusquer une autre arnaque. On avait découvert dans des cartons dans lesquels on transporte des manteaux de fourrure 2 millions en argent liquide qu'on avait retrouvé. Le plus grave dans cette histoire, selon Maître Côté, c'est ce qui s'est passé après la perquisition. Des propriétaires de maisons de ces entreprises-là s'étaient rendus à Ottawa en compagnie de leurs avocats, auraient, je dis bien, dénoncé des ventes au noir camouflées de l'ordre d'1 million, auraient offert de payer de l'impôt pour 1 million, mais pour l'autre million, il n'y aurait pas eu de charge fiscale. Mais l'avocat Côté ne sentait pas beaucoup de volonté des autorités pour aller au fond des choses. Nous avons recommandé, évidemment, que les procureurs de la Couronne se penchent sur le dossier et voient s'il y avait des poursuites judiciaires à intenter. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de poursuite intentée contre qui que ce soit. Le rapport sur cet événement est resté caché depuis toutes ces années aux Archives nationales du Québec. C'est le seul rapport de la SECO à notre connaissance qui n'a pas été rendu public. Après la SECO, le PSE s'est attaqué à la mafia. Mais déjà, au bureau de l'agence à Montréal, des informations circulaient sur un groupe de fonctionnaires corrompus. Là, en 88, ça se parlait. Il y avait des... En 88? Ça se parlait. En 88? Oui. Oui. Que, oui, il pouvait avoir des pommes pourrites, là. Ça fait 25 ans de ça, là. Ah oui. Les vérificateurs du PSE ont toujours travaillé en étroite collaboration avec la GRC sur les dossiers de la mafia. Jean-Pierre Paquette a participé à l'enquête antimafia Colisée au début des années 2000. C'est comme ça qu'il est tombé en 2006 sur une information capitale qui allait faire éclater le scandale sur la corruption à l'Agence du revenu du Canada. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une perquisition aussi aujourd'hui. Tout a commencé par une lettre anonyme qui a conduit l'agence et la GRC sur la piste du fameux stratagème de fausse facturation impliquant les entreprises de Francesco Bruno et de Tony Accurso. Les informations contenues dans la fameuse lettre ont eu des conséquences majeures. 6 employés de l'agence font face actuellement à des accusations criminelles pour corruption. Les hommes d'affaires Francesco Bruno et Tony Accurso ont été arrêtés l'an dernier et font face à des accusations de fraude et d'abus de confiance. Ils risquent la prison. Il est allégué que Francesco Bruno de BT Céramique, qui a des liens avec la mafia, dont le clan Rizzuto, aurait joué un rôle central dans cette histoire de corruption. Pendant des années, il a tissé patiemment des liens avec des employés de l'agence. En commençant par son cousin, Adriano Furgielli, qui lui aussi a été arrêté et qui était chef d'équipe pour la vérification des petites et moyennes entreprises. Il aurait été au cœur du stratagème de fausse facturation de Bruno. Il aurait même aidé à transférer une somme de près de 2 millions dans des paradis fiscaux. La GRC affirme que Furgielli est à l'origine de ce plan intitulé « Plan of Action » qui a permis à Accurso et Bruno d'éluder des millions en impôts. Selon des documents de perquisition, Bruno aurait même entretenu des liens dans la haute direction de l'agence, soit avec Madan Kehar, un homme qui jouait des millions dans des casinos. La GRC laisse entendre qu'il fréquentait Bruno dans des casinos, ce que Kehar nie fermement. Madan Kehar, aujourd'hui à la retraite, ne fait face à aucune accusation. Toujours selon la GRC, Bruno n'hésitait pas non plus à payer des repas bien arrosés à ses amis vérificateurs dans de chics restaurants de Montréal. Il est allé jusqu'à les inviter dans une loge au Centre Bell, encore là, toutes dépenses payées. En fait, l'enquête de la GRC sur la corruption à l'agence a pris forme autour du cas de Bruno. Mais les choses n'ont pas été faciles. On aurait même tenté d'étouffer l'affaire. Vous dites donc qu'il y avait des pressions pour ne pas faire grand-chose, c'est ça? Ça a pris pas loin d'1 an. Donc, pendant 1 an, on prenait plus ou moins au sérieux à l'Agence de revenus cette information-là. Je peux pas vous dire l'organisation. Je parle de certains individus. Un individu en particulier. Qui vous a mis des bâtons dans les roues? Bien, sans me mettre des bâtons des roues. Là. Juste dire, bien, regarde, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ces informations-là. On pourrait faire d'autres choses. On pourrait passer à autre chose. Jusqu'au jour, à un moment donné, j'ai rencontré un haut dirigeant. Bien, là, j'ai dit, écoutez, il y a un petit problème parce que moi, j'ai de la preuve comme quoi qu'il y en a. Il y a de la corruption.
Et à partir de là, ça a enclenché. En plus, cette enquête s'est déroulée dans un climat explosif avec de nombreuses tentatives d'intimidation, tellement que certains dirigeants de l'agence ont dû avoir recours à des gardes du corps. Un d'entre eux a même été tabassé à la sortie d'un party de bureau en 2011. Corruption, menaces, intimidation et tabassage, un cocktail qui fait penser à la mafia. Est-il possible que ceux que le PSE combattait soient parvenus à avoir leurs entrées au cœur même de l'Agence du revenu? Novembre 2006, arrestation du parrain de la mafia à Montréal, Nicolo Rizzuto, au terme de l'enquête Colisée dirigée par la GRC. C'est la plus grosse rafle anti-mafia de l'histoire du Canada. 70 personnes liées à la mafia sont arrêtées. Dans l'enquête Colisée, on s'était rendu compte que la mafia avait étendu ses tentacules partout. Elle avait infiltré l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau pour faciliter l'importation de stupéfiants au pays. Mais encore plus grave, nous possédons des indices sérieux laissant croire à l'infiltration des plus hauts dirigeants de la mafia au sein de l'Agence du revenu du Canada. Alors, j'aimerais vous montrer un chèque. C'est un chèque à l'ordre de Nicolo Rizzuto, le parrain. Oui. Combien? 381 000 $. Ce chèque de remboursement est daté du 13 septembre 2007, adressé à nul autre que Nicolo Rizzuto, le parrain de la mafia, assassiné 3 ans plus tard. À cette époque, il était en prison. À ce moment-là, Rizzuto devait 1,5 million $ au fisc fédéral. C'est Jean-Pierre Paquette qui s'est rendu compte de la méprise dans les jours suivant la réception du chèque. Sous ces pressions, la famille Rizzuto a accepté de rendre le chèque au gouvernement. Et c'est Jean-Pierre Paquette lui-même qui est allé le chercher à la résidence de Nicolo Rizzuto. Pour M. Joe Blow, là, quand même, là, on se comprend bien. Là. Mais par la suite, là, je veux dire, il y a des filtres. Oui, ça prend des approbations tout au long du processus. Alors, c'est peu probable que ce soit une erreur, selon vous. Si on regarde ça de cet œil-là, je me pose de sérieuses questions. Jean-Pierre Paquette est d'autant plus sceptique qu'à la même époque, l'Agence du revenu du Canada avait obtenu une hypothèque légale sur les biens de Nicolo Rizzuto pour qu'il paie le 1,5 million qu'il devait au fisc. Je sais que le compte de M. Rizzuto, d'après moi, là, n'était pas entièrement payé au moment là, de l'émission de ce chèque-là. Ça me laisse très perplexe sur la validité d'un tel remboursement ou d'une telle opération de la part de l'Agence. Robert Martin ne comprend pas non plus comment l'Agence aurait pu émettre un tel chèque. Oui, ça me surprend que quelqu'un, parce que normalement, tu as une dette chez nous, mais ton remboursement d'impôt, tu ne l'auras pas, là, c'est sûr et certain. Là. Ils font ça aux petits, là, hein? les petits contribuables. Je ne vois pas pourquoi qu'il y aurait un privilège. Robert Martin sait comment il est facile de corrompre un vérificateur. Lui-même a été la cible d'une tentative de corruption par une famille proche de la mafia en 2002. Leur compagnie de construction avait caché 12 millions à l'impôt. Puis, de la famille, dans le bureau du comptable, m'a approché puis m'a demandé carrément, bon, écoute, on est prêt à te donner un montant, 100 000 $, puis tu vas diminuer les cotisations. Mais là, c'est parce qu'il a proposé ça à mauvaise personne. Je ne peux pas me faire acheter pour 100 000. M. Martin ne veut pas dévoiler l'identité des gens qui ont voulu le corrompre pour des raisons de sécurité. Mais des documents de cour confirment cette tentative de corruption. Dans ces documents, il est question de la tenue éventuelle d'une enquête criminelle de la GRC, mais qui n'a jamais eu lieu. Mais toutes ces histoires de corruption à l'Agence du revenu ne seraient que la pointe de l'iceberg d'une situation beaucoup plus grave. Des sources internes nous ont révélé l'existence d'une filière plus importante que celle démantelée, que les sommes en cause auraient dépassé les dizaines de millions de dollars. Selon ces sources, le stratagème s'articulait autour du gonflement par des vérificateurs corrompus des réclamations d'impôts exigées à des entreprises. Dans un premier temps, ces vérificateurs informaient d'anciens collègues devenus consultants des montants réclamés. Par la suite, les consultants, avec la complicité des mêmes vérificateurs véreux, offraient à ces entreprises de réduire leurs réclamations d'impôts moyennant une importante commission. Il était facile pour ces consultants de faire réduire le montant puisque la réclamation était gonflée artificiellement et qu'ils étaient de connivence avec leurs ex-collègues.
Consultants et vérificateurs n'avaient plus par la suite qu'à se partager la commission. Au-delà de ce stratagème, nos témoins affirment que les agissements de certains anciens vérificateurs et cadres devenus consultants en fiscalité minent la réputation de l'agence, surtout lorsqu'ils représentent des individus sans scrupules. C'est rendu généralisé des hauts dirigeants qui sont impliqués dans un dossier, assis dans la chaise de l'agence, prennent leur retraite et un mois plus tard sont rendus conseillers juridiques ou conseillers pour le dossier dans lequel ils étaient dans l'autre chaise. Fait qu'il l'après-mandat, il n'y a plus aucun respect là-dessus, puis, en tout cas, voyons, c'est un conflit d'intérêts. Total. Total. Du jour au lendemain, ils prennent leur retraite, puis ils travaillent l'autre bord. Là. Puis tu dis, bon, ben jusqu'à quel point tu étais sincère à l'interne chez nous, tu sais. Est-ce que vous en avez vu plusieurs comme ça? J'en ai vu quelques-uns, là. Des cadres? Des cadres, des chefs d'équipe? Oui, j'ai vu des cadres qui ont été représentants. Des chefs d'équipe? Des chefs d'équipe, des directeurs de bureau. Donc, du jour au lendemain, qui se retrouvent chez des gens... Qui représentent des gens du crime organisé. Dans ce contexte, pourquoi couper le programme spécial d'exécution, le PSE, une véritable escouade luttant contre la corruption et le crime organisé? L'Agence du revenu a refusé toute entrevue à la caméra pour répondre à nos questions, notamment sur le chèque à Nicolo Rizzuto. Sur la disparition du PSE, la direction souligne dans une communication écrite qu'il n'y a pas eu de diminution des ressources consacrées à la lutte contre l'évasion fiscale, que son mandat n'a pas été abandonné, que ses ressources ont été réaffectées ailleurs. Mais Robert Martin est sceptique, lui qui travaillait sur le plus gros dossier de blanchiment d'argent de sa carrière. Dégoûté, il a décidé d'abandonner son enquête et de prendre sa retraite prématurément. Et vous êtes sorti ces jours-ci, oui, en grande partie à cause de la disparition du PSE. Exact. Je suis frustré de savoir que ce genre de dossier-là ne soit pratiquement plus vérifié. Ça me frustre de voir que les gens vont aller at large, let's go, on peut fourrer le système jusqu'à l'expression, mais mettons qu'il y a des chefs d'équipe qui sont encore là, corrompus, ils vont tout faire pour les staller, les dossiers, puis pas y prendre, ou ils vont les mettre dans le tiroir. Il n'y a aucune logique là-dedans, hein, je comprends pas. Mais jamais j'aurais cru que j'aurais pu parler du PSE au passé. Ben, j'y ai consacré ma vie. Aller s'acharner, c'est une petite coiffeuse qui ne développe pas 2000 $ de pourboire par année, puis que l'autre personne blanchit 7-8 millions. On ne touchera pas à ça, ou non. Moi, je trouve que c'est inconcevable. L'incompréhension des anciens vérificateurs est d'autant plus grande que leur groupe, qui avait collaboré avec la GRC dans l'enquête Colisée, a remporté en 2008 le prix d'excellence de toute la fonction publique fédérale. On a été nominés et on a reçu là, la plus haute mention d'honneur. Puis là, on vient nous dire qu'en fin de compte, notre travail n'était pas important. La section disparaît, puis ça n'existe plus. Je sais pas. Ça laisse un goût amer. Il ne faudrait pas croire que tous les employés de l'agence, c'est du monde corrompu. Au contraire, c'est du monde là, qui prennent ça à cœur. Mais il y a une petite minorité, une minorité qui semble, mais une minorité qui fait mal à la majorité des employés de l'agence. Et moi, qu'est-ce qui m'encourage dans tout ça, c'est que Revenu Québec est en train de prendre la relève, puis nous autres, on perd beaucoup de plumes. Là. Je pense qu'il ne reste plus de plumes non plus.